bonsoir à toutes et à tous. La semaine a été décisive pour l'avenir des deux pays emblématiques de ce que l'on avait appelé le printemps arabe. Ces derniers jours, l'Égypte et la Tunisie semblent avoir définitivement tourné le dos à la parenthèse de l'islam politique, mais avec une très nette différence. Toutefois, c'est en partie par la violence et la répression que le maréchal al-Sisi maintient le cap vers la présidence égyptienne, alors qu'en Tunisie, la transition se fait pacifiquement et qu'elle annonce peut-être de véritables lendemains démocratiques pour le pays de la révolution du jasmin. Alors pourquoi une telle différence et quel avenir politique est-il envisageable pour la Tunisie et pour l'Égypte? Nous en débattrons aujourd'hui dans Tout est dans la presse avec Emmanuel Elbaz-Phelps de la chaîne de télévision israélienne Arutz SR, la chaîne numéro 10, Serge Dumont, correspondant dans la région des quotidiens belges et suisses Le Temps et Le Soir, et Maurice Ifergan, rédacteur en chef à A24 News. Alors avant d'aborder le thème du débat de cette semaine, j'aimerais une petite réaction à ce qui a été, ce qui a fait la une de l'actualité en Israël ces derniers jours, la polémique entre Benjamin Netanyahou et son ministre de l'économie, Naftali Bennett, autour de la possibilité de maintenir des implantations israéliennes sous souveraineté palestinienne. Maurice, quel bilan vous faites de cette semaine de polémique? Le bilan, c'est, je me demande, qu'est-ce qui a poussé ces deux hommes à se battre sur cette question? Parce que Benjamin Netanyahou a dit qu'il envisageait de laisser des Juifs en territoire palestinien et dans un futur État palestinien. Vous le savez, Bennett a dit qu'il n'en est pas question, il se ferait tuer immédiatement. Et il s'avérait que c'était une tactique politique pour révéler le vrai visage de Mahmoud Abbas. Si c'était une tactique, pourquoi avoir dit que c'était une tactique? Voilà. Pourquoi avoir dit que c'était une tactique? Pourquoi Naftali Bennett aurait réagi aussi vite? J'ai l'impression que les deux hommes jouent un jeu. C'est une histoire de montrer à Kerry que finalement c'est très dur ici, c'est pas simple et les choses ne sont pas jouées d'avance. Emmanuel? Alors, une des possibilités, en tout cas dans la presse israélienne, des proches de Bennett et des analystes politiques, serait de dire qu'en fait Bennett a voulu révéler le caractère impulsif de Bibi sous la pression. Sharon avait dit révéler ce qui serait le vrai visage. Et en réalité, chacun voulait révéler le bluff de l'autre, et en réalité, ça a fait un flop. C'est-à-dire que, en effet, Netanyahou dit qu'il voulait révéler le bluff de Abou Mazen. Bennett lui aurait mis les bâtons dans les roues en révélant son propre bluff de menteur. Et en réalité, je pense que dans 2-3 semaines, tout ça, on va l'oublier. Moi, personnellement, je me demande si c'est pas un petit peu une façon de nous faire parler d'autre chose que du réel accord qui va être proposé ou présenté dans les semaines à venir, et des vraies questions de fond qui pourraient révéler en réalité qu'au sein du gouvernement Netanyahou, la proposition américaine ne sera absolument pas facile à faire passer. Des gens comme Bennett vont avoir beaucoup de problèmes à rester dans les rangs. Si j'en crois vos analyses, Maurice et Emmanuel, pas de véritable changement de fond dans ce qu'aimerait Benjamin Netanyahou concernant le plan Kerry. Tout de même, la possibilité de maintenir des implantations israéliennes dans le cadre d'un futur État palestinien, elle est totalement à rejeter. C'est du bluff, ce n'est pas du tout une proposition à prendre au sérieux. Ça n'est pas très nouveau. Tout ce qui se dit maintenant, tout le monde fait comme si c'était quelque chose d'extraordinaire qui nous tombe, mais c'est exactement ce qu'on disait en 1993, en 1995, en 1999. Donc tout ce qui se dit, ça a déjà été discuté 100 000 fois. Simplement, ça porte un autre nom et ça a une autre forme. Mais l'idée de garder des grands blocs de colonies, ça existait déjà il y a 15 ans. Il ne s'agit pas de grands blocs, il s'agit de maintenir des implantations isolées sous souveraineté palestinienne, c'est pas tout à fait la même chose. Non, il y aurait des grands blocs, et alors, donc, ce qu'il y aurait, c'est qu'il y aurait 100 000 colons qui, eux, devraient soit évacuer, soit se retrouveraient sous autorité palestinienne, en fait. Non, en tout cas, excusez-moi, mais la proposition de Kerry a été révélée par Martin Indyk en fin de semaine dernière face à des juifs américains, et elle dirait entre autres qu'entre 75% à 80% des colons resteraient dans leurs habitations après l'accord signé entre dans le cadre d'échanges de territoire, exact, pas dans le cadre d'un maintien d'implantation isolée. Oui. Isolé dans les deux sens du terme. La proposition de Netanyahou telle qu'elle a été présentée puis critiquée par Bennett, c'était un bluff. Oui, ça c'est sûr.
Et je crois que tous les deux pensent très fort à leur électorat aussi, parce qu'il y a toujours en tête Merci à tous. On revient, si vous voulez bien, au thème de la semaine, les récents développements en Égypte et en Tunisie. Le débat commence tout de suite après les précisions en images de David Klezewski. Égypte, Tunisie, 2 révolutions, 2 nouvelles constitutions, mais 2 destins qui ne semblent pas suivre une même direction. D'un côté, l'Égypte, ses manifestations à répétition et ses violences. Plus de 1000 partisans du président déchu Mohamed Morsi ont été tués par les forces de sécurité. Djihadistes du Sinaï, frères musulmans, le bras de fer engagé par les autorités contre tout type d'islamistes est sans merci. Prix à payer, le retour d'un pouvoir autoritaire qui ne s'est pas privé de restreindre la liberté de manifester. Plusieurs anciens activistes libéraux, à la pointe de la révolution de 2011, ont été arrêtés pour avoir enfreint la loi. En Égypte, le projet de constitution fait la part belle à l'armée. Le nouveau texte a été massivement approuvé par les Égyptiens. Victoire de la démocratie ou victoire personnelle du général Al-Sisi? Le nouvel homme fort du pays voit désormais plus loin que la transition. Dans la foulée du référendum, il a annoncé sa candidature aux prochaines élections. Non loin de là, la Tunisie, pays qui reste associé à la révolution arabe pour en avoir été à l'origine. Tunis, elle aussi marquée par une vague islamiste aux élections qui ont suivi. Elle aussi en proie à des changements de régime et des violences contre les opposants. Mais contrairement à l'Égypte, la Tunisie est parfois décrite comme un exemple à suivre, pour sa nouvelle constitution notamment. Écrite dans la douleur et sous tension, la loi fondamentale contient malgré tout un chapitre novateur sur les droits et libertés fondamentales. La tradition du compromis aurait facilité les choses, mais les rapports de force internes au pays ne laissent de toute façon pas le choix. Armés, islamistes ou libéraux, aucun de ces camps n'a eu la possibilité d'imposer aux autres sa position. Reste à savoir, en Tunisie comme ailleurs, si les nouveaux textes seront réellement appliqués et s'ils ne seront pas modifiés au gré des aspirations idéologiques des futurs dirigeants. On va commencer par s'intéresser plus particulièrement à l'Égypte avec vous, Emmanuel Elbaz. À quoi a donc servi la révolution égyptienne, puisqu'on a l'impression qu'on a un retour en arrière avec à nouveau un général qui prend lentement mais sûrement les rênes du pouvoir dans son pays, à nouveau une forme d'autoritarisme plus ou moins militaire. On a l'impression d'un retour à l'ère Moubarak. À quoi a servi la révolution égyptienne ? C'est vrai que c'est une période très intéressante, autant pour l'Égypte que pour la Tunisie. On est 3 ans après le début du printemps arabe et la boucle est bouclée en Égypte. C'est-à-dire que Moubarak, qui a été déchu, les islamistes qui ont pris le pouvoir après, depuis 1948, les frères musulmans étaient interdits et puis ils reviennent de façon légitime. Et aujourd'hui, ils sont à nouveau interdits. Cette semaine, il a été voté une loi qui gèlent tous leurs fonds, tout leur financement. Ils sont complètement interdits d'activité politique et ils se retrouvent à nouveau remplacés en effet par un homme fort et l'armée égyptienne qui jusqu'à présent restait la main droite du peuple mais ne se mettait pas au pouvoir et qui reprend le pouvoir peut-être avec Sisi qui va devenir certainement le nouveau président de l'Égypte. Alors, à quoi a servi la révolution ? Je ne peux pas répondre à une question comme ça, il faut attendre encore quelques années, mais elle était inévitable parce que le peuple voulait un changement et ça a été un mouvement, on l'a vu, mondial, surtout dans les pays arabes. Ce qui a changé tout de même, c'est le fait que le peuple égyptien a pris conscience qu'il avait voix au chapitre et qu'il pouvait s'exprimer, qu'il pouvait faire changer les choses, même si on a l'impression d'un retour en arrière, Serge Dumont. En fait, moi je crois... Donc ce qui ne va pas, c'est que l'on présente toujours le peuple égyptien comme les gens du Caire. En fait, ceux qu'on voit faire des manifestations, c'est la population du Caire. Mais quand on va plus bas, donc dans l'Égypte profonde, ça n'est pas du tout ainsi. Et donc, ils ne sont pas du tout pour les militaires, etc. Ils sont vraiment... C'est cette Égypte profonde qui avait porté au pouvoir les musulmans, les frères musulmans. Oui. Et quand on est au Caire, il y a toute une frange de libéraux, même qui sont contre les militaires parce qu'ils prônent la démocratie. Oui, d'ailleurs, il y a plusieurs libéraux qui ont été réprimés au même titre que les frères musulmans. Hein. Mais dès qu'on sort du Caire, ça n'est plus ça. Donc c'est vraiment la famille traditionnelle. Vous êtes en train de dire que l'Égypte profonde, en quelque sorte, ne peut pas accepter ce nouveau changement. Elle ne peut pas accepter aussi pour une autre raison, c'est parce qu'elle est très pauvre. Alors que les militaires, c'est une caste qui a des intérêts économiques énormes dans le tourisme, dans les infrastructures, dans tout ce qu'on veut. Ce sont des gens intérêts corrompus. qui ne sont pas forcément ceux du peuple. Oui, bien sûr. Ce sont des gens corrompus qui s'enrichissent. Maurice ?
Moi, je ne sais pas si on peut dire que la boucle est bouclée, Emmanuel. Je ne sais même pas si on peut dire qu'il y a un retour en arrière. Cette histoire égyptienne, moi, ça me fait penser à l'histoire de l'homme, Sisi, qui a fait tomber l'homme, Morsi, qui avait fait tomber l'homme, Moubarak. Et donc, j'attends la suite. C'est un retour en arrière, parce qu'il y a tout de même une chape de plomb qui s'abat à nouveau sur l'Égypte. Oui, mais dans cette histoire... un retour à l'autoritarisme. Mais dans cette histoire, il ne faut pas oublier qu'un de ces trois hommes, Sisi, Morsi et Moubarak, l'un des trois a été élu démocratiquement, avec toutes les nuances qu'on peut apporter à ce concept. Il a été élu démocratiquement, et donc on est dans un processus qui ne peut pas s'arrêter, être bouclé. Il va y avoir une suite. Alors, est-ce que la suite, ça va être encore une fois un bouleversement violent, ça va être un bouleversement démocratique? Je ne sais pas, je suis incapable de le dire. Effectivement, c'est très difficile, mais à mon avis, c'est ni un retour en arrière, ni une histoire qui est bouclée. Il va y avoir une suite. Là-dessus, je suis d'accord, il y aura une suite, et le problème... Ailleurs, on la voit déjà, Donc avec toutes ces bombes qui sont en train de sauter, il y a maintenant 2-3 attentats par jour en Égypte, ce qui n'a jamais eu lieu pendant au moins 30 ans. Oui, alors un des problèmes pour savoir ce qui va se passer à l'avenir, c'est qu'on ne connaît pas beaucoup de choses de Sisi et de ses ambitions gouvernementales, économiques. Elle semble assez grande, ça on peut le... Oui, mais on ne sait pas exactement quelle va être sa façon de gouverner. Est-ce que ça va être réellement une main forte militaire et pas plus? Est-ce qu'il va y avoir... Je vous propose, concernant l'évolution politique de l'Égypte, elle a été suivie de près en Israël, notamment par le quotidien Maariv, qui a donné la parole dans ses colonnes à des Égyptiens impliqués dans les récents événements. Je vous propose 2 courts extraits de tribunes publiées par le journal. Tout d'abord, Ashraf Husni dans le Maariv. Donc, grâce à l'armée égyptienne et grâce à Abdel Fattah al-Sisi, l'Égypte a été sauvée des griffes des frères musulmans. Et grâce à l'armée et à al-Sisi, l'Égypte redeviendra une grande puissance. Surtout, elle redeviendra un pays sûr. Cette soif de stabilité et de sûreté très présente chez les Égyptiens qui ont approuvé le retour de l'armée au pouvoir en quelque sorte. Et puis un autre extrait peut-être que l'on doit là à Mounir Mahmoud, un habitant du Caire, dont le témoignage a été publié toujours dans les colonnes du quotidien israélien Maariv. Quel que soit l'homme qui accédera à la présidence de l'Égypte, il devra en avoir conscience. S'il n'applique pas la volonté du peuple, et le peuple ne craint plus de prendre la parole, il le destituera lui aussi. Et là, peut-être qu'on a un témoignage important qu'effectivement, et c'est là qu'est le vrai changement, à savoir les Égyptiens, le peuple égyptien, des villes ou des campagnes d'ailleurs, a pris la parole et il ne veut pas la laisser, même aux militaires. Ça c'est évident. C'est évident que la grande évolution qu'on a vue ces 3 dernières années, c'est en effet que le peuple a réussi à faire un changement dramatique dans le pays et que évidemment il ne se laissera plus rester silencieux. Par contre, je pense que si on veut faire la comparaison avec la Tunisie, la grande différence c'est qu'en Tunisie aujourd'hui, si peut-être on arrive à une vraie stabilité, c'est parce que l'islam politique accepte le compromis, ce qui n'a pas eu lieu en Égypte jusqu'à maintenant. Les frères musulmans n'acceptaient absolument aucune forme de compromis avec aucun autre parti, et là se pose la question ce qui a amené une instabilité qui continue. Peut-être aussi la question des puissances internationales. On sait que les frères musulmans étaient soutenus par le Qatar. Et on sait aussi que l'Arabie saoudite a soutenu le nouveau virage opéré par les autorités égyptiennes. Qui sort gagnant de ce rapport des forces internationales ou régionales, selon vous, Maurice? C'est difficile à dire, mais de toute façon, on sait qu'il y a une lutte d'influence, d'hégémonie entre l'Égypte et la Turquie dans la région. La Turquie qui sort en mauvais état de cette histoire, puisqu'elle a soutenu d'une manière très, très intense les frères musulmans. Exact. Mais l'Égypte, un pays sûr, je ne suis pas sûr. J'en suis pas convaincu. L'Égypte, un pays où le peuple a pris la parole, je ne sais pas non plus. Parce que ceux qui ont pris la parole au début, c'était les libéraux, les jeunes libéraux. La place Tahrir était pleine de jeunes qui lançaient des Twitter. Et ceux qui ont pris le pouvoir par la suite, c'était les frères musulmans. C'était des islamistes. Donc je ne sais pas vraiment qui a pris la parole. Mais vous avez une parole qui n'avait pas avant. Il y a une parole qui a été libérée. Je ne sais pas si elle a été prise, elle a été libérée. Mais effectivement, moi, de ce que je lis de la vie en Égypte, il y a un profond soutien à l'islam. Et de ce que je comprends, c'est que finalement, Morsi, on lui a reproché d'avoir eu des maladresses et d'avoir mal géré. Et ça, c'est la question. D'avoir entamé un virage théocratique qu'une bonne partie des Égyptiens ne voulaient pas. Ce qu'on appelle des maladresses.
C'est comme ça que les islamistes ont présenté les choses. Oui, effectivement, on est nouveau dans le pouvoir, on ne savait pas très bien comment s'y prendre et c'est présenté comme des maladresses. C'est d'ailleurs la même chose, on y reviendra tout à l'heure, qui a été dite pour la Tunisie. Ennahdha a fait des maladresses, n'a pas su gérer la situation économique et c'est la raison pour laquelle ils ont été poussés du pouvoir. En Égypte, ils ont voulu rester au pouvoir et se sont fait éjecter de force. C'est ça la différence. Mais tout part de maladresse du pouvoir islamiste. Merci beaucoup, restez avec nous. On reprend le débat dans la seconde partie de l'émission, tout de suite après le journal sur iTunes 4 News.